L'horreur continue de hanter Lily, même dans ses rêves. Dormir n'avait jamais été aussi terrifiant qu'après cette nuit au cinéma. Pendant ce temps, 2 policiers de la laiterie surveillent attentivement l'appartement de Hank Grogan, convaincus qu'il pourrait être impliqué dans la disparition de l'enfant. Depuis leur voiture, ils spéculent sur ce que Hank aurait pu faire et ne peuvent s'empêcher de se lamenter sur la douleur que doivent ressentir les parents de la victime. À l'intérieur, la mère de Hank observe discrètement par la fenêtre et informe son fils que les policiers sont toujours là. Hank, mêlant résignation et fatigue, répond que oui, ils resteront jusqu'à ce qu'ils trouvent les enfants ou jusqu'à ce qu'ils réussissent à le faire passer pour coupable. Elle insiste qu'elle lui a déjà dit plusieurs fois qu'il n'était pas près du cinéma cette nuit-là, puisqu'il était au lit à regarder la télévision avec elle. Pourtant, Hank sait que pour les policiers, ce n'est pas un alibi valable. En silence, Ronnie écoute chaque mot de cette conversation. Pour elle, tout est insupportable, survivre à l'horreur du cinéma et, en plus, voir son père accusé à tort d'un acte qu'il n'a pas commis. La mère de Hank poursuit, affirmant que Ronnie n'aurait jamais dû laisser ses enfants entrer dans le cinéma. Hank, d'un ton calme, lui rappelle que sa fille n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Sa mère change alors de sujet, lui disant qu'il doit renvoyer Ronnie à l'école la semaine prochaine. Elle déteste l'avoir enfermée et insiste sur le fait qu'elle a besoin d'étudier si elle veut un jour quitter cette ville. Hank refuse de laisser sa fille seule, conscient des dangers du monde, et malgré les soupirs de sa mère. Voyant que Ronnie a tout entendu, il lui demande de sortir et la rassure doucement, lui expliquant que son père ne sera pas blâmé et que ce n'était qu'une conversation d'adultes. Pendant ce temps, Anlin est assis sur sa véranda lorsqu'une voiture chargée de bagages s'arrête devant la maison. Sa femme, Charlotte, et son fils Will sont enfin arrivés. Will, tout excité, court vers son père et le serre dans ses bras avant de se précipiter à l'étage pour découvrir sa nouvelle chambre. Anlin salue Charlotte avec un sourire chaleureux. Leur relation est solide et affectueuse, mais Charlotte remarque quelque chose d'étrange et s'inquiète du bras de son mari. Anlin minimise l'incident, expliquant qu'il s'agit d'un petit accident. Puis, pour changer de sujet, il lui demande son avis sur la maison. Elle répond qu'elle est spacieuse et agréable, notant aussi la tranquillité du quartier. Dans sa chambre, Will ne peut cacher son excitation devant son nouveau télescope. Il dit à son père que c'est exactement ce dont il rêvait. Anlin sourit et explique, à la fois sérieusement et avec une pointe de malice, que des officiers comme lui utilisent parfois les planètes pour se repérer, notamment si le système principal tombe en panne. Puis, sur un ton plus joueur, il ajoute qu'il pourrait utiliser le télescope pour espionner les voisins. Will, très sérieux, refuse catégoriquement, affirmant qu'il ne devrait pas le faire. Plus tard, Anlin étudie les photographies des masques portés par ses attaquants lors de l'incident à la base. Sa concentration est interrompue par Charlotte, sa femme, qui continue d'organiser les cartons du déménagement. Il la remercie d'avoir suggéré de donner un télescope à Will, reconnaissant, sans le dire explicitement, qu'entre père et fils, la relation n'est pas encore très proche. Charlotte, avec un sourire malicieux, répond que la dernière chose dont Will avait besoin était un gant de baseball. Anlin rit et commente qu'à son âge, il aurait donné un rein pour un bon gant, mais Charlotte lui rappelle doucement que Will n'est pas comme lui, que son fils voit le monde différemment. À l'école de Derry, un panneau à l'entrée avertit du couvre-feu, tous les enfants doivent rentrer chez eux avant la tombée de la nuit. Marge, comme toujours, essaie d'avoir l'air aussi attirante que possible pour obtenir l'approbation des filles populaires. Cependant, ses efforts sont à peine remarqués. Les autres se moquent d'un garçon qu'une d'elles aime, même si son ami leur avait fait promettre de ne pas le faire. Marge, cherchant à s'intégrer, se joint au rire. Pourtant, son rire forcé trahit son malaise. Ensuite, elle imite maladroitement le garçon pour essayer d'être drôle, mais le geste sort mal, et les autres la réprimandent en lui disant de ne pas être cruelle. Ronnie revient à l'école pour la première fois depuis la tragédie. Tout le monde l'observe avec méfiance, murmurant des commentaires cruels sur son père. Il se demande comment il peut dormir en sachant ce qu'il a fait ou où il cacherait les corps. Mais avant que les murmures ne deviennent insupportables, Lily s'approche d'elle sans hésiter. En classe, Marge se penche vers Lily et lui demande si elle va bien après ce qui s'est passé au cinéma. Lily reste distante et explique qu'elle a encore du mal à s'en remettre. Marge, mal à l'aise, lui dit qu'elle a l'impression qu'elle l'évite. Lily avoue que tout a été très difficile pour elle et qu'elle n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Marge essaie de montrer qu'elle la soutient, mais ajoute qu'elle l'a vu parler avec Ronnie. Elle la prévient que si Patty et les filles du groupe la voient discuter avec la fille du coupable, elle risque de se retourner contre elle. Soucieuse de sa réputation, Marge lui propose même de déjeuner avec elle pour l'aider à mieux s'intégrer. Lily, déçue, la remet à sa place. Elle lui rappelle que Teddy, Phil et la sœur de Phil sont morts, et qu'après un drame pareil, elle n'a absolument rien à faire d'un groupe aussi stupide. Peu après, la porte de la salle s'ouvre et Will entre, visiblement nerveux. Le professeur le réprimande pour son retard, et le garçon se dépêche de trouver une place, puis un élève lui tire sa chaise, le faisant tomber devant toute la classe. Honteux, il ramasse ses affaires en silence. Mais au milieu des moqueries, un garçon lui fait un compliment sur son crayon au lieu de se moquer. Plus tard, à la base militaire, Anlin se rend à une réunion et remarque les regards méprisants et racistes de certains officiers à son passage.
Dans la pièce, le colonel Shaw l'accueille avec un air grave et l'informe qu'ils ont fouillé sa caserne. Ils y ont trouvé l'arme utilisée lors de l'attaque, et Master, l'un de ses agresseurs, a admis sa responsabilité pendant l'interrogatoire. Ce n'est pas un espion soviétique, précise Shaw d'un ton sec, juste un idiot raciste qui a voulu te faire peur. Il ajoute ensuite qu'ils ne sont pas dans le sud, et qu'en aucun cas ce genre de comportement ne sera toléré. Il explique qu'ils enquêtent sur les deux autres impliqués et assure que Master finira par parler, promettant à Enlon que justice sera faite. Enlon ne répond pas, mais son regard trahit son scepticisme. Avant de partir, il se tourne vers Shaw et lui rappelle, d'un calme calculé, que l'arme utilisée était de fabrication soviétique. Peut-être un indice. Pendant ce temps, Charlotte se trouve au centre-ville. Elle descend de sa voiture et observe les alentours avec curiosité. Elle s'arrête pour acheter des fleurs, en ressortant, remarque un groupe de personnes qui protestent contre la construction de la statue de Paul Bunyan. Intriguée, elle poursuit son chemin jusqu'à la boucherie, où une femme du coin s'emporte en disant qu'elle ne tolérera pas ce genre de statue. Charlotte commande ce dont elle a besoin, et le boucher lui demande si elle est seulement de passage. Elle sourit et explique qu'elle vient d'emménager dans le quartier, même si elle se doute qu'on la remarque à cause de sa couleur de peau. Le boucher, un peu gêné, répond que ce n'était pas son intention, mais qu'ici, on voit presque toujours les mêmes visages. Il se présente ensuite comme Stan Kirsch, précisant que les gosses l'appellent Stanley Shaw. Pendant qu'ils discutent, Charlotte remarque quelque chose de l'autre côté de la rue. Un groupe de garçons s'acharne brutalement sur un autre, le poussant et le frappant, tandis que personne n'intervient. Mal à l'aise, Charlotte demande à Stanley pourquoi personne n'intervient. Il se contente de murmurer que « les gamins sont comme ça ». Sans réfléchir, elle traverse la rue et confronte les harceleurs. Le garçon réussit à s'enfuir, mais les autres se lancent à sa poursuite. Charlotte reste au milieu du trottoir, observée par les habitants de la ville, partagée entre surprise et désapprobation. À Derry, apparemment, personne ne se mêle de ce genre d'affaires. Ce soir-là, pendant le dîner, Charlotte est encore bouleversée par ce qu'elle a vu. Elle trouve inacceptable que personne n'ait réagi pour arrêter ces brutes. Avec indignation, elle dit à son mari que c'était pitoyable, et que lorsqu'elle a essayé d'intervenir, tout le monde l'a regardée comme si elle était folle. Elle ajoute même qu'elle serait prête à retrouver les parents de ses gamins pour leur dire ce qu'elle pense. Mais Will l'interrompt, lui demandant de se calmer. Charlotte le regarde et lui demande si quelque chose de similaire lui est déjà arrivé à l'école. Il baisse les yeux et ment, disant que non. Enlon, l'air fatigué, intervient et suggère à Charlotte d'oublier cet incident, que le mieux est de ne pas se mêler de ce genre de situation. Will en profite pour demander s'il peut quitter la table, mais sa mère l'arrête, elle veut qu'il leur raconte comment s'est passée sa journée à l'école. Le garçon, mal à l'aise, répond que tout s'est bien passé, avec une certaine détresse, demande à nouveau s'il peut partir. Enlon acquiesce et le laisse s'en aller. Charlotte soupire et dit à son mari que tout ce qu'elle demande, c'est un peu de temps en famille. Elle remarque qu'Enlon est distant, préoccupé, mais il s'excuse, affirmant que la journée a été longue. Elle lui demande s'il veut parler de ce qui le tracasse, même si elle sait que c'est inutile. Enlon lui rappelle gentiment qu'il ne peut pas parler de son travail, tu sais, information classifiée. Pendant ce temps, Ronnie est allongée dans son lit, écoutant la violente dispute entre son père et sa grand-mère. Elle reste immobile, les yeux fixés sur une photo de sa mère. Agacée par les cris, elle se couvre la tête avec sa couverture pour étouffer le bruit. Mais soudain, elle ressent quelque chose d'étrange. Le matelas commence à pulser, lentement d'abord, comme s'il avait son propre cœur. Les pulsations s'intensifient, et la couverture, jusque-là blanche, prend une profonde teinte rouge, semblable à de la chair vive, et se met à se remplir d'eau. Ronnie tente de s'échapper, se débattant désespérément, mais elle ne trouve aucune issue. Finalement, elle parvient à se libérer et tombe au sol, haletante. Lorsqu'elle regarde de nouveau le lit, elle réalise qu'elle n'est pas seule. Là, allongée parmi les draps détrempés, se trouve sa mère morte, vêtue de sa robe de mariée. La femme la fixe avec une expression déformée, et d'une voix brisée par la colère, murmure. « Tu m'as détruite. Tu es sortie de moi et tu m'as complètement déchirée. Tout ce que je voulais, c'était te tenir dans mes bras, porter mon bébé. » Ces mots deviennent plus sombres, venimeux. « Tu m'as anéanti, tout comme ces gamins, tout comme tu détruiras ton père. » Son rire se transforme en un hurlement terrifiant. Son visage se tord, prenant une expression monstrueuse, tandis qu'un cordon ombilical s'élève du lit et s'enroule autour du corps de Ronnie, l'entraînant vers un gouffre semblable à un utérus rempli de dents. À l'intérieur, deux yeux jaunes et brillants l'observent dans l'obscurité. Ronnie hurle et parvient à s'échapper, mais sa mère se redresse lentement, traînant les pieds vers elle. La terreur la paralyse, jusqu'à ce que ses cris traversent enfin les murs. Son père fait irruption dans la chambre, et dès qu'il entre, la vision disparaît. Ronnie se jette dans ses bras, tremblante, terrorisée par ce qu'elle vient de vivre. Dans un bar de la ville, 3 militaires noirs discutent de leur récent interrogatoire par la police. Parmi eux se trouve Dick Halloran. Il n'a pas été interrogé, mais évite de donner des détails sur sa mission. Soudain, le chef de la police, un homme blanc nommé Clint, entre et s'installe au comptoir. Deux clients murmurent entre eux, se demandant si Hank a déjà été arrêté, persuadés qu'il est coupable même s'il n'existe aucune preuve et que son alibi est solide. Clint remarque la présence des officiers noirs et glisse quelques mots au barman. Celui-ci les fixe aussitôt. Comprenant le message, les militaires décident de partir et de retourner à la base. À leur arrivée, la garde les arrête à l'entrée et demande leurs papiers. Elle les informe que la base est fermée et que personne ne peut entrer ni sortir sans autorisation spéciale.
Elle s'apprête à appeler l'officier de service lorsqu'Halloran lui demande calmement de dire qui se trouve là. Dites-lui que c'est Dick Halloran, dit-il. La garde obéit, et dès que son nom est entendu, l'accès leur est accordé immédiatement. Le lendemain, 3 adolescents autochtones observent de loin un groupe de militaires en train de creuser sur leur terre. Parmi eux se trouve Halloran, le visage fatigué, le regard vide, encore secoué par la gueule de bois. C'est déjà le 4e site archéologique en seulement 4 mois, et son commandant commence à perdre patience. L'officier, clairement contrarié, lui dit qu'il en a assez de crapahuter dans la forêt pour déterrer des bricoles. Il le critique ouvertement. Peut-être qu'il impressionne certains avec ses prétendus dons, mais en réalité, il ne voit jamais plus que ce que le gouvernement l'autorise à voir, sans obtenir quoi que ce soit d'utile en retour. Puis il lui demande s'il apprécie vraiment ces fameux privilèges spéciaux dont tout le monde parle. Halloran se contente de répondre qu'ils sont tout proches de trouver ce qu'ils cherchent. Dans la cafétéria du lycée, Marge fait signe à Lily de venir s'asseoir avec elle et son groupe d'amis. Lily choisit de l'ignorer et s'installe seule à une table isolée. Au bout de quelques instants, Ronnie, visiblement nerveuse, la rejoint et s'assoit à côté d'elle. D'une voix basse et tremblante, elle lui dit que cette chose est revenue. Lily la regarde avec inquiétude, cherchant à comprendre la peur inscrite sur son visage. Pendant ce temps, de l'autre côté de la cafétéria, les amis de Marge chuchotent en pouffant. Elles ne comprennent pas pourquoi Lily préfère traîner avec Ronnie, surtout après que Marge leur a assuré que Lily n'était plus folle. Gênée par l'attention du groupe, Marge tente de faire rire et lâche une remarque moqueuse qui fait rire tout le monde sauf Patty. Elle n'apprécie pas qu'on lui vole la vedette et demande à Marge si elle ne porte pas les mêmes vêtements que la veille. Revenons à la conversation entre Ronnie et Lily. Cette dernière lui demande, inquiète, si elle est blessée. Ronnie secoue la tête, mais sa voix tremble lorsqu'elle ajoute que cette chose, ce monstre, lui a dit des choses horribles, qu'ils vont venir chercher son père et le faire frire. Lily tente de la rassurer, parlant doucement. Elle lui assure que tout le monde sait que son père n'est pas responsable de ce qui s'est passé, et que, lorsque la police l'a interrogée, elle leur a dit elle-même qu'il n'était pas là. Ronnie, mal à l'aise, lui demande si elle leur a dit exactement ce qu'elle lui avait raconté à elle. Lily hoche la tête, malgré une certaine hésitation, et explique que les agents voulaient savoir ce qui s'était passé. Elle leur a dit qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait vu. Ronnie insiste, lui as-tu dit qu'un monstre est sorti de l'écran? Lily baisse les yeux et répond que non, qu'elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. La seule chose dont elle est certaine, dit-elle, c'est qu'elle n'a pas vu le père de Ronnie sur place. Ronnie réplique, désespérée, que si elles ne disent pas vite la vérité à la police, ils inventeront leur propre version des faits et emmèneront son père. Lily lui explique que si elle parle d'un monstre, ils la prendront pour une folle et la renverront à l'asile. Sa voix se brise lorsqu'elle lui rappelle qu'elle ne pourrait pas supporter d'y retourner, pas une deuxième fois. Mais Ronnie n'est pas convaincue. Elle la fixe et dit qu'il s'agit de la vie de son père, qu'elle ne peut pas rester silencieuse. Lily répète qu'elle a déjà fait tout ce qu'elle pouvait, elle a dit qu'il n'était pas là, point. Frustrée, Ronnie se lève d'un bond et hurle qu'elles savent toutes les deux que c'est un mensonge. La cafétéria entière se fige. L'enseignante, alarmée, intervient et ordonne à Ronnie d'aller en retenue. Dans le couloir, où il déjeune seul. Rich lui dit qu'il ne peut pas s'asseoir là, parce que la place est réservée, avant de plaisanter en ajoutant qu'il ne peut pas non plus réserver tout l'étage. On découvre alors que lui aussi, comme Will, mange seul. Ensuite, il lui demande quel livre il est en train de lire avant de pousser un soupir lorsque Marge passe devant eux. Quand un autre garçon lance une petite bombe fumigène, Will bouscule une enseignante qui n'apprécie pas du tout d'être renversée. Il finit puni, tout comme Ronnie. Ils se connaissent. Il lui dit qu'il a été puni injustement et lui demande si c'est son cas aussi. Elle admet que, pour elle, oui, c'est bien mérité. Will explique que la science lui paraît intéressante et tente de voir le bon côté de la bombe fumigène, en remarquant que certains des produits chimiques qu'elle contient se retrouvent aussi sur d'autres planètes. Elle lui dit que c'est bizarre, et il lui répond qu'un « bizarre » en reconnaît un autre. Dehors, Lily vient sortir. La police l'embarque. Au poste, Lily est assise face à l'officier Clint, les mains tremblantes, le regard perdu. Il lui assure qu'elle n'a pas vu Hank ce soir-là, mais le chef de la police sait exactement comment la manipuler. Il exploite ses faiblesses, ses traumatismes liés à ce qui est arrivé avec son père, et son passé à l'hôpital psychiatrique. D'une voix froide, il laisse entendre qu'il pourrait la renvoyer à Juniper quelques jours, pour sa propre sécurité. La peur la paralyse. Clint lui demande, d'un ton faussement calme, si elle est absolument certaine que Hank n'était pas là. Lily hésite. Et ce bref silence suffit à le condamner. Peu après, Hank est arrêté et emmené menottes au poignet sous les yeux impuissants de Ronnie et de sa grand-mère, toutes deux anéanties. La jeune fille retient à peine ses larmes en regardant la voiture de police s'éloigner. Quelques instants plus tard, Ronnie fait irruption chez Lily, complètement hors d'elle, exigeant de savoir ce qu'elle a fait. Lily tente de s'expliquer, affirme qu'elle n'a rien dit, que l'officier Clint l'a piégée, mise sous pression, et qu'elle ne savait pas comment réagir. Ronnie la fixe avec un mélange avec rage avant que la mère de Lily ne referme la porte. Le lendemain matin, sur la base militaire, Hanlon rend visite à Master dans sa cellule. Hanlon pose un pistolet, à côté, un chargeur. Puis elle le fixe et lui dit que c'est le même modèle que celui que l'un de ses agresseurs a braqué sur elle cette nuit-là. Elle explique qu'il s'agit d'une arme standard dans les pays du bloc de l'Est, de l'autre côté du mur de Berlin, rarement vue dans la région. Elle est difficile à manier et encore plus à charger. D'une voix ferme, elle exige de savoir comment il a pu obtenir une arme aussi rare, surtout, comment il a pu la manipuler avec autant d'aisance. Hanlon ajoute que l'assaillant l'a chargée avec une rapidité surprenante, une compétence que beaucoup d'officiers coréens n'ont même pas. Sans détourner le regard, elle lui dit qu'elle sait qu'il ne pouvait pas être là cette nuit-là.
Il montre qu'il peut à peine assembler un M16, alors manipuler une arme soviétique avec autant d'aisance, impossible. Puis Hanlon change de stratégie. Il commence à le provoquer, lançant des remarques calculées pour le pousser à perdre le contrôle. Master tombe dans le piège. Il saisit l'arme, essaie de la charger, mais n'y parvient pas. Hanlon confirme silencieusement sa théorie. Master n'était pas l'un des agresseurs cette nuit-là. Hanlon se rend ensuite chez le général Shaw et lui annonce que Master est innocent. Il explique que même s'il est un idiot raciste, il n'a pas commis ce crime. Il ajoute qu'il va soumettre un rapport pour demander une enquête officielle. Avant qu'il ne parte, Shaw lui demande de s'asseoir. Le général admet qu'il devait vérifier si les rumeurs concernant sa lésion cérébrale étaient vraies, et Hanlon ne l'a pas déçu. Une amygdale endommagée, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu en 50 ans de service. Il ajoute qu'il a passé trop de temps au combat pour ne pas reconnaître un homme courageux quand il en voit un, et affirme que Hanlon est une rareté, une créature exceptionnelle, un homme sans peur. Depuis longtemps, il cherchait quelqu'un comme lui. Finalement, Shaw révèle que tout cela n'était qu'un test, et qu'il l'a réussi. Hanlon, furieux, exige de savoir qui était l'homme masqué qui l'a frappé avec une barre de métal. Shaw admet que ça n'aurait jamais dû arriver, mais lui rappelle qu'il avait promis l'anonymat à ses hommes. Il lui demande malgré tout de rester encore 10 minutes pour écouter ce qu'il a à dire. Pendant ce temps, Lily se rend seule au supermarché, sa mère devant assurer une double journée de travail. Au bout d'une allée, elle entend une voix derrière elle. « Tu devrais être enfermée », murmure une voix informe. Un instant plus tard, une voix dans les haut-parleurs l'appelle par son nom, et toutes les personnes présentes la fixent. Affolée, Lily accélère le pas tandis que les allées semblent se tordre vers une impasse impossible. Là, elle voit les visages de ses amis morts reflétés dans les boîtes de céréales. Dans un bocal de cornichons, le visage pourrissant de son père la fixe intensément. Quand le bocal éclate, une cascade de récipients tombe autour d'elle. Lily perd l'équilibre. Les lumières vacillent. Puis, une autre chose l'attrape par le cou. Le monstre s'approche lentement. Lily ferme les yeux, lorsqu'elle les rouvre, tout est redevenu normal. Seul le bocal cassé reste au sol, celui-là même qu'elle avait lancé. Cet épisode pousse sa mère à décider de la renvoyer à Junipero. Pendant ce temps, Shaw et Hanlon se dirigent vers la zone secrète de la base. Shaw lui explique qu'au début de l'année, les Cubains et les Soviétiques ont organisé un sommet agricole à Cuba. Hanlon en a entendu parler aux infos, mais ce qui n'a pas été dévoilé, c'est le véritable objectif de cette réunion. En réalité, le sommet visait à élaborer un plan pour installer des ogives nucléaires capables d'atteindre les États-Unis. Depuis Cuba, les Soviétiques pourraient frapper les grandes villes en quelques minutes. Ce que Shaw s'apprête à lui montrer pourrait être le seul espoir d'empêcher une telle catastrophe. Le plan n'est pas de construire une nouvelle arme, mais d'en retrouver une déjà enfouie quelque part adhérie depuis longtemps. Ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit, mais sa simple existence les remplit d'une peur profonde. Cela pouvait terroriser un homme au point de le détruire complètement. Ils ignorent son origine et sa fonction, mais ils savent qu'autour d'elle se trouve un ensemble d'objets qui agissent comme des balises. S'ils parviennent à localiser ces objets, ils pourront déterminer l'emplacement exact de l'arme, et à ce moment-là, ils auront besoin de Hanlon pour la sécuriser. À cet instant, un homme arrive accompagné de Dick Halloran et leur annonce qu'ils ont fait une découverte importante. Shaw demande à Hanlon de les suivre. Il fait déjà nuit, et la pluie tombe violemment sur le site de fouille. Ils ont déterré une vieille voiture des années 30, et plusieurs squelettes humains tombent de l'intérieur. Ils sont proches de la vérité.